Eh bien, merci de venir dans cet endroit un peu reculé du festival, mais où les échanges sont toujours profitables. L'idée de cette table ronde est liée au thème dominant donc la culture scandinave et les relations entre la France et la culture scandinave. Et l'une des institutions qui est au cœur de la fondation d'une singularité nationale en France est le Musée des Antiquités nationales, dont l'origine est complexe. Et je me réjouis que parmi les intervenants, outre Liv qui vient de Scandinavie, de Nathan qui est un historien de l'archéologie et un archéologue praticien, et de Laurent Olivier, qui est conservateur dans ce musée, nous puissions tenter de restituer la singularité de cette institution tard venue, puisque à la fin du XIXe siècle, alors qu'en Scandinavie, ces musées fleurissent dans la première moitié du XIXe siècle. Et la problématique qui est la nôtre aujourd'hui est justement de tenter de faire une histoire de cette circularité. J'entends par là qu'on commence avec le musée des monuments français, qui est fils de la Révolution, et on continue avec Copenhague et Mayence pour finalement arriver dans les années 60 du XIXe siècle à la création d'un musée des Antiquités nationales. Donc ça pose la question de comment le temps, et ça va être l'objet de mon exposé, comment le temps est-il reçu, figuré, appréhendé dans le courant de l'Europe de la Renaissance et des Lumières pour créer ce fond culturel sur lequel va fleurir ce que nous appelons les musées d'antiquité nationale, les musées d'archéologie nationale, et là aussi, il y aurait un débat. La révolution de la Renaissance est celle de figurer. Jusqu'à présent, il y avait des antiquités, mais elles n'étaient accessibles que par des manuscrits, faiblement illustrés d'abord, très coûteux et difficiles à reproduire. Et l'invention de Gutenberg et l'apparition des premiers livres illustrés d'Antiquité à la fin du XVe siècle et au tout début du XVIe siècle ouvrent un champ nouveau. Et pour les Antiquités du Nord, les deux frères, Olaus Magnus et Jehan Magnus, Olaus était l'archevêque d'Uppsala, son frère était son coadjuteur, obligé de quitter la Suède du fait de la Réforme, s'installe à Rome, dans le couvent de Sainte-Brigitte, qui est une fondation scandinave, et écrivent le premier livre sur les antiquités de la Scandinavie. Et ce livre est illustré. Et il est illustré en partie double, je dirais, puisque vous voyez les runes, et ces runes ne sont pas écrites en norrois ou en vieux suédois, elles sont écrites en latin. Vous avez des runes, mais qui disent en latin « Antiquitates servande ». Donc vous voyez comment, dès le début, le problème de la périphérie du Nord et de la centralité de la culture romaine joue sur la conception du passé. Si vous avez voyagé un peu en Scandinavie, vous n'avez jamais vu de pyramide en Scandinavie. Mais les frères Magnus demandent à leurs dessinateurs de représenter les tumuli. Il y a beaucoup de tumuli en Scandinavie. On les représente sous la forme la plus commode, qui est celle de la pyramide. Et entre cette vision et celle qu'à la fin du XVIe siècle, les antiquaires humanistes comme Luca de Heer produisent, il y a le passage d'une antiquité fantasmée à une antiquité observée. C'est chez Luca de Heer qu'on trouve la première vignette décrivant Stonehenge. Alors, je ne m'étends pas sur Stonehenge parce que en soi, ce serait un débat. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est l'œuvre des géants ? Est-ce que c'est l'œuvre de populations pré-romaines ? Est-ce que c'est un temple romain, comme Inigo Jones, le grand architecte britannique, l'affirmait ? Pour aller dans ce sens, je vous invite à regarder cette gravure du grand site de Jelling. Jelling est au Danemark le site sur lequel se sont retrouvés a été retrouvée la tombe des deux premiers rois christianisés du Danemark. Et ce moment de récupération qui a lieu en 1578 joue un rôle extrêmement important.
Alors vous le voyez d'abord dans cette gravure, où encore vous avez l'église chrétienne face à ce petit monument de pierre runique et les deux tumuli qui sont bien indiqués et qui donnent à ce paysage son épaisseur historique. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'après cette fouille financée par Heinrich Rantzau, qui était gouverneur de Holstein et un élève direct de Melanchthon, donc le luthérianisme dans ce qu'il a de plus expressif et de plus justifié, il fait construire une pyramide, non pas pour représenter ce qu'il a découvert, mais pour le mémorialiser. Et l'inscription latine, qui va de pair avec cette pyramide, dit « Il m'a plu de faire construire cette pyramide en souvenir de la fouille des premiers rois du Danemark. » Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez ces 4 inscriptions à la fin, Anno a principio mundi, 5540, Ad diluvium incoato, 3484, A Christo Deonato, 1578, et là, vous avez Anato Mahometa, 985. Donc la recherche de ses propres origines conduit à une perspective historique dans laquelle la tradition occidentale n'est plus la seule reçue, mais on se pose la question de la continuité entre les différentes civilisations qu'a connues le monde. On le retrouve dans un certain nombre de gravures d'antiquaires britanniques qui représentent les mégalithes, je dirais, comme des ensembles et non plus comme des figures qui apparaissent au détour du paysage. Et dans l'œuvre de Stukeley, au XVIIe siècle, un des meilleurs antiquaires britanniques, les premières recherches sur les tumuli, sur le paysage proto-historique, vont trouver leur place. Et vous voyez, même, on arrive au concept de stratigraphie, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que si on fouille ces tumuli, bien on trouve des dépôts, et que ces dépôts peuvent être corrélés par l'analyse des vases ou des dépositions métalliques qu'on y trouve avec d'autres phénomènes culturels. Donc, se met en place une nouvelle vision du passé qui elle-même n'est pas détachée des concepts religieux. Pour les anglicans, William Stukeley est à la fois un médecin et un pasteur de l'église anglicane. Il produit, c'est le meilleur dessinateur archéologue antiquaire de son époque, et il produit ce volume dans lequel il explique que, finalement, on doit se demander si les Celtes n'ont pas inventé le monothéisme, bien avant la conversion de l'Europe au christianisme. Donc vous voyez que les intérêts culturels, les intérêts religieux, les intérêts politiques des souverains contribuent à poser la question, y a-t-il des hommes avant les grandes civilisations de l'Europe? On le retrouve chez un certain nombre d'antiquaires, y compris français, que ce sont là les relevés du site de Locmariaquer par le président de Robien, un magistrat au Parlement de Rennes, qui possédait ces terres par là, et qui est le premier à donner, je dirais, cette représentation des alignements de Carnac. On le retrouve aussi chez Félix la Sauvagère, qui était un des correspondants de Caylus, dans le travail extraordinaire que le comte de Caylus met en place à partir de 1750, qui consiste à établir, avec la direction des ponts et chaussées, dont le directeur est Truden, un protocole qui fait que chaque fois que les architectes chargés des grands travaux par le roi découvrent des monuments anciens, de lui transmettre les feuilles documentées de leurs travaux. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître au détour des monuments romains, des châteaux médiévaux, des inscriptions médiévales, des mégalithes. Dans le monde scandinave, ce personnage très décrié, parce que c'est un faussaire de génie, Charles Bertram, commence sa carrière dans les îles britanniques, mais il devient un des premiers antiquaires à travailler sur le monde scandinave et à illustrer systématiquement les grands tumuli de l'époque. Et vous voyez les plans en coupe, les plans en relief, les plans perspectives, tout ça fait partie de cette culture. Il y a différents monuments mis dans leur contexte anatomique. Peut-être la meilleure vision de ce qui arrive à ce moment-là doit-elle être celle de Goethe. Vous voyez Goethe dans la campagne romaine, dans un fameux dessin de Tischbein, qui est le summum du classicisme,
avec uniquement des objets venant du monde romain, dans une vision idéale, mais le même Goethe organise des fouilles de tumuli et fait réaliser par le même Tischbein les dessins de ces relevés et des objets qui sont découverts. Et cela conduit à cette idée que vous retrouvez chez Gaspard David Friedrich et chez Tischbein de la continuité entre l'occupation du sol avant la culture gréco-romaine et la modernité. Et tout ça va évidemment de pair. Donc il ne me paraît pas inintéressant de montrer que ceux qui inventent le goût antiquaire, classique, Tivoli, les reliefs du passé, les reliefs du passé gréco-romain, sont à la fois des gens qui sont très proches d'une culture qui est liée à la préhistoire. Et vous trouvez chez Tischbein des paysages romains, et vous trouvez aussi chez lui des mégalithes, ou même vous trouvez évidemment chez Gaspard David Friedrich cette idée de la ruine médiévale ou dans les grottes de la ruine proto-historique. Volney, au tournant du siècle, atteindra un succès inégalé parce qu'il organisera la jonction entre l'idée d'un très lointain passé, hérité des premières années du XVIIIe siècle, avec celle de l'autorité morale et politique des ruines. Dans son livre, qui aura des dizaines d'éditions et qui sera un des ouvrages les plus vendus dans l'Europe de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, il s'exprimera ainsi : « Je vous salue, ruines solitaires, tombeaux saints, murs silencieux, c'est vous que j'évoque, c'est à vous que j'adresse ma prière. Oui, tandis que votre aspect repousse d'un secret effroi les regards du vulgaire, mon cœur trouve à vous contempler le charme des sentiments profonds et des hautes pensées. Combien d'utiles leçons, de réflexions touchantes ou fortes n'offrez-vous pas à l'esprit qui sait vous consulter ? C'est vous qui, lorsque la terre entière asservie se taisait devant les tyrans, proclamiez déjà les vérités qu'ils détestent et qui, confondant la dépouille des rois avec celle du dernier esclave, attestaient le dogme de l'égalité. » Vous voyez l'idéologie révolutionnaire qui vient santer sur la tradition des Lumières et qu'on retrouve même chez un esprit aussi clérical que Chateaubriand. Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines. Ce sentiment tient à la fragilité de notre nature, à une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de notre existence. Ainsi, les ruines jettent une grande moralité au milieu des scènes de la nature. Quand elles sont placées dans un tableau, c'est en vain qu'on cherche à porter les yeux autre part. Ils reviendront bientôt s'attacher à elles. Donc on ne peut pas échapper aux ruines. Mais les ruines de Chateaubriand, aussi classicistes soient-ils, aussi admirateurs de la littérature gréco-romaine, ne sont pas seulement les ruines du monde gréco-romain. Quand il réfléchit dans ses mémoires à son paysage breton, au paysage breton de son enfance, il énonce : « Je m'arrêtais pour regarder cet homme, il voit un laboureur, germer à l'ombre des épis parmi lesquels il devait être moissonné, et qui, retournant la terre de sa tombe avec le soc de la charrue, mêlait ses sueurs brûlantes aux plus glacées de l'automne. Le sillon qu'il creusait était le monument destiné à lui survivre. Que faisait à cela mon élégante démone ? » Donc c'est le personnage qui l'inspire. « Par sa magie, elle me transportait au bord du Nil, me montrait la pyramide égyptienne noyée dans le sable, comme un jour le sillon armoricain caché sous la bruyère. Je m'applaudissais d'avoir placé les fables de ma félicité hors du cercle des réalités humaines. » Vous voyez, c'est le fait de concaténer en quelque sorte les évidences orientales et classiques avec la proto-histoire, c'est une partie de cet agenda. Et je n'ai guère le temps de m'intéresser à la suite, c'est-à-dire à Chateaubriand, archéologue. Vous le voyez en chair et en os dans la gravure de la fouille de Torre Vergata qu'il fait réaliser, que son éditeur fait réaliser en 1829. Vous voyez, c'est la gravure où vous avez son assistant, qui est le fils du provéditeur aux Antiquités de Rome, et Chateaubriand qui écoute le commentaire des fouilleurs. Mais tout ça a une histoire plus ancienne, et je m'achemine vers la conclusion. Nicolas-Antoine Boulanger, ingénieur des ponts, qui, au dire de Diderot, n'avait pas suffisamment étudié le latin et le grec, a passé sa vie à écrire c'est lui l'inventeur du despotisme oriental, ce qui n'est quand même pas rien dans l'histoire des idées, et il a passé sa vie à son Antiquité dévoilée, qui s'oppose à l'Antiquité illustrée de Bernard de Montfaucon.
Et le programme de Boulanger est en quelque sorte d'observer le sol pour retrouver les traces de ce qui n'est plus accessible par la tradition écrite. En général, on a de l'Antiquité, de ses usages, des idées si décousues, si vagues, qu'il faut nécessairement commencer par les fixer, au moins quant aux objets essentiels. On est dans l'ignorance parfaite des impressions que le déluge a pu faire sur ceux d'entre les hommes qui ont échappé à ce fléau redoutable. Il faut donc faire connaître, avant tout, combien cet événement a pu affecter les premières sociétés et en combien de manières il a influé sur leur façon de penser et d'agir. C'est dans ce dessein que j'ai entrepris cet ouvrage. J'ai réuni toutes ces dissertations sous le titre commun de l'Antiquité dévoilée. Le programme de l'Antiquité dévoilée est un programme matérialiste d'observation du sol et de reconduction de l'observation du sol aux traditions orales ou écrites. L'œil du physicien a fait remarquer les monuments authentiques de ces anciennes révolutions et les a vus gravés partout en caractère ineffaçable. S'il a fouillé la terre, il n'y a partout trouvé que des débris accumulés et déplacés. Il a trouvé des masses immenses de coquilles au sommet des montagnes, aujourd'hui les plus éloignées de la mer. Il a trouvé des restes indubitables de poissons dans les profondeurs de la terre. C'est toute la discussion sur laquelle je n'ai pas le temps de m'étendre. Mais j'en reviens à un texte qui est fondamental, qui est le rapport déposé en 1799 par un homme des Lumières, le Grand Daucy, auprès de la Convention. Et c'est le mémoire sur les anciennes sépultures nationales et les ornements extérieurs qui, en divers temps, y furent employés, sur les embaumements, sur les tombeaux des rois francs, dans la ci-devant église de Saint-Germain-des-Prés, et la conclusion est sur un projet de fouille à faire dans nos départements. Le programme de Le Grand Daucy est le programme systématique d'un service des Antiquités au service de la recherche sur le terrain et de l'interprétation des données sur des bases. Au XVIIIe siècle, les antiquaires étaient le modèle des géologues. Au XIXe siècle, ce sont les géologues qui sont le modèle des antiquaires. Ce retournement, c'est des passeurs comme Le Grand Daucy qui le réalisent. Ce ne sont pas les minéralogistes seulement qui ont intérêt à ouvrir et à fouiller la terre pour y chercher ce qui peut accroître leurs connaissances et enrichir leur collection. Souvent aussi, l'archéologie et l'histoire y trouvent les faits à observer et des antiquités à recueillir. J'insiste sur le mot archéologie, qui est encore rarissime à cette époque, qui ne prendra son expansion que 2 décennies plus tard. Alors, je n'ai plus le temps, parce que j'ai été un peu trop bavard, de vous emmener à travers les réflexions de Le Grand Daucy, de sa typologie des dolmens, etc. Mais je veux arriver à sa conclusion, qui propose rien moins que la création d'un service archéologique. De pareils ordres de la méthode de travaux pour l'entreprise des fouilles, de pareils ordres de la part du ministre supposent des renseignements demandés et obtenus. Or, ces renseignements, il lui serait facile de se les faire fournir promptement par une circulaire adressée aux administrations départementales. Dans cet écrit, on donnerait aux administrateurs quelques éclaircissements de détails sur les 2 classes de tombeaux antiques dont on a traité ce mémoire et qui appartiennent l'une aux villes, l'autre aux campagnes. Cette idée est si forte, et je termine sur cette citation d'un de nos amis proches et d'un maître vénéré qui était Francis Haskell, l'impact du musée des monuments français fut encore plus important que l'abbaye de Westminster, et il n'est pas exagéré de penser qu'en tant qu'évocation d'un passé disparu, les ruines de Rome avaient finalement trouvé un rival dans les pièces restructurées des petits Augustins. Je m'arrête là, juste en ayant tenté, dans ces quelques minutes, de vous donner une idée des enjeux intellectuels qui président à la construction d'un musée d'antiquité nationale et au modèle qui est sous-jacent à leur existence. Et c'est maintenant Nathan qui va prendre la suite. Pardon. Je pense qu'on va réserver des questions pour la discussion finale. Pour la discussion finale, n'est-ce pas, pour la suite. Okay. Merci. Super, merci beaucoup. Excusez-moi. Ok. Bonjour à tous et merci d'être là pendant l'heure de la sieste. Je vais donc être assez bref, mais en même temps assez synthétique, parce que j'ai pris comme défi
d'aborder tous les sujets qui sont proposés à nous dans ce festival, à part la météo, qui est un point à part, mais à la fois le peuple et la Scandinavie. Hein, et je vais plutôt mettre l'accent sur le peuple, justement le peuple au travail et le peuple au musée, pour aborder, encore une fois de façon tout à fait préliminaire et en grands traits, cette question du 19e siècle. Donc je reprends un peu la relève de ce que présentait Alain. Le 19e siècle, donc l'âge de la modernité, dans lequel, parmi les divers et multiples phénomènes qui s'y déroulent, d'une part se construit la notion de progrès, l'idée d'avancement, la révolution industrielle, le capital, l'aménagement du territoire, dont on a vu quelques exemples, on va voir encore, les machines, l'usine, la production. Et en même temps, ce que l'on vient d'entendre, c'est aussi le 19e siècle, c'est l'âge où se développe la notion de patrimoine. Hein, progrès d'un côté, patrimoine de l'autre, dans le sens d'un passé collectif qui est à préserver, à transmettre et aussi à faire connaître. Hein, que ce soit les monuments donc, qu'il ne faut pas détruire. On pense à la guerre aux démolisseurs de Victor Hugo dans les années 1820, qui est le précurseur justement d'une démarche, ce qu'a montré Alain, d'une démarche de protection patrimoniale, conservation, restauration des édifices. On pense de nos jours évidemment à Notre-Dame, qui mérite une réflexion, et dont on va voir tout de suite un écho dans mon propos tout à l'heure. Et cette idée d'ouverture d'espaces qui sont dédiés à la démonstration et à la mise en scène justement de ce passé, de ce patrimoine. Et donc, en brossant le trait très large, le passage de la notion de collection privée, qui est dans une chambre de curiosité, qui est vue par une certaine élite, vers, dès le début du XIXe siècle, l'ouverture d'un espace qui est public, qui est accessible, qui est urbain, et qui va montrer donc ces antiquités nationales, avec effectivement le modèle qui va prédominer dès le début du XIXe siècle, c'est le modèle du Musée des Antiquités nationales de Copenhague, où, sous l'égide de Thomsen, le conservateur Christian Thomsen, est créé, vous savez peut-être, le célèbre paradigme des trois âges, l'âge de la pierre, l'âge du bronze et l'âge du fer, comme une démarche qui est à la fois une démarche muséale, de démonstration, de structuration de l'espace et de structuration de la chronologie longue de l'évolution de l'humanité. Et je pense que Laurent Olivier, qui va parler après moi, va aussi évoquer ces questions du musée d'Antiquité nationale au Danemark. Donc, je retiens donc ces deux thématiques, le progrès et le patrimoine. Et ma question, c'est qu'en est-il du peuple, hein? Comment est-ce qu'on peut comprendre ces masses invisibles ou difficiles à percevoir? Comment est-ce qu'on peut voir leur place? Comment on peut s'imaginer qu'ils ont un droit de cité dans ce dispositif naissant, hein? D'une part, comment est-ce qu'on peut penser que les opérateurs des machines, les tâcherons, les manœuvres s'insèrent dans un monde qui se patrimonialise? Et d'autre part, comment est-ce qu'on peut penser de façon plus concrète le peuple au musée, hein? Qui est-ce qui va venir? Qui est-ce qui va visiter? Est-ce que le musée, est-ce que cet espace-là, qui est dédié à la construction, consolidation d'une identité nationale, les antiquités nationales, quel genre d'espace fait-il pour ces nouvelles masses naissantes? Le peuple qui est à la fois producteur de matière et qui va être aussi consommateur de patrimoine. Et donc, pour aborder très brièvement cette question, je vais me focaliser sur deux cas distincts qui sont quand même reliés, qui ont tous les deux des attaches scandinaves, qui sont le cas d'abord de Jacques Boucher de Perthes. Avant d'arriver à Boucher de Perthes, je vais juste illustrer l'image que nous voyons là. C'est d'une part l'atelier à l'âge de la pierre, par lui dans une planche qui est faite pour l'ouvrage de Louis Figuier de 1872,
Et d'autre part, une photographie qui est de plus en plus célèbre, puisque c'est une des premières photographies, 59, pardon, une des premières photographies qui est prise dans un usage démonstratif, dans un objectif démonstratif et non pas dans un objectif évocatif, romantique. Justement, la ruine, ce n'est pas une ruine, c'est une démonstration avec un ouvrier qui pointe du doigt là où il trouve des bifaces. Et cette photographie-là est faite... Oui, non. Excusez-moi. Je vais monter en arrière. J'ai l'image sur mon petit écran, mais je ne sais pas pourquoi elle n'est pas chez vous. Chad. Voilà. Ok. Donc, c'est l'individu dont je voulais parler, Jacques Crèvecoeur Boucher de Perthes, qui est très connu comme le précurseur, le fondateur de la préhistoire, la personne qui réussit à établir la haute antiquité de l'homme, donc la coexistence d'êtres humains avec des espèces aujourd'hui fossiles. Donc plusieurs portraits du personnage, dont cette statue qui n'existe plus malheureusement, puisqu'elle a été détruite pendant la Première Guerre, récupérée, et on voit Boucher de Perthes qui consulte non pas un smartphone, mais un biface. Et Boucher de Perthes est associé à ces objets-là, les bifaces, qui justement, on va voir tout de suite, vont lui poser toutes sortes de questions et de problèmes. Donc Boucher de Perthes est connu comme une figure romantique, impulsive, mais aussi c'est un officier des douanes, et c'est quelqu'un qui est un penseur social, qui va s'associer à un mouvement de réflexion sur le bien-être de la société de son temps et du peuple. Et un élément important, je suis désolé, il y a un manque de synchronie, fais attention Laurent, un manque de synchronie entre ce qu'on voit là et là. Boucher de Perthes est le président de la société d'émulation d'Abbeville lorsque le docteur Villermé, comme vous voyez là-haut, est un de ses membres. Et le docteur Villermé est très célèbre pour avoir écrit le tableau de l'état physique et moral des ouvriers en 1840 suite à une commande de l'Académie. Et c'est la première prise de conscience réelle, si vous voulez, des dangers et des problèmes d'hygiène, de salubrité qui accompagnent le grand essor de l'industrie. Boucher de Perthes connaît très bien ce type de travaux et il va faire un lien assez original, assez inédit, assez peu exploré entre la modernité et le passé. Il explique là-haut, tout en haut, la dégénération de la race humaine dans les villes manufacturières, dégénération prouvée par le rachitisme, etc. Donc, il va combiner un langage hygiéniste avec un langage paléontologique de dégénération. Ce qu'on peut voir en bas, on se demande s'il est un seul peuple dans la Terre, même parmi les plus sauvages, où la misère, le défaut de soins, les mauvais traitements et le travail forcé tuent annuellement plus d'enfants qu'ils n'en meurent par les mêmes causes dans les villes des fabriques européennes. Donc, vous voyez, la fabrique européenne est mise sur le même plan que le peuple les plus sauvages et les plus arriérés de la planète. Et l'autre citation intéressante, que je ne vois toujours pas sur mon écran, c'est celle-ci. Quant aux hommes des temps antédiluviens, j'ai pensé en effet qu'ils étaient fort bruts, mais pas plus qu'une partie de ceux d'aujourd'hui. Donc je compare la brutalité de l'homme premier avec l'abrutissement qui accompagne la révolution industrielle. Et bon, il y a d'autres propos à propos du machinisme, etc., et le rapport entre l'homme civilisé et le sauvage. Et donc, vous voyez que Boucher de Perthes, avec son apport archéologique, a aussi une réflexion très importante, justement, sur la condition ouvrière, le rapport que l'on peut faire entre le type d'activité, notamment le travail, l'activité technique d'aujourd'hui, de son temps, 1840, et des premiers temps de l'humanité, de l'époque antédiluvienne. Mon deuxième exemple, c'est un événement qui est évidemment absolument remarquable et symptomatique sur plusieurs aspects. C'est l'exposition universelle qui se tient au Champ de Mars 1867,
à Paris. Donc, vous voyez aussi donc, la représentation imagée, la peinture de Manet, et la représentation photographique qui va prendre de l'ampleur. Pour ceux qui veulent y accéder, donc, voici un plan de l'époque où on ne voit pas ce qui manque, évidemment, c'est la Tour Eiffel, qui va venir une décennie plus tard, et aussi le Trocadéro, là-haut, où va se placer le musée du Trocadéro. Une vue, justement, de la colline du Trocadéro vers le palais de l'exposition universelle, qui, comme vous pouvez voir, est composé d'anneaux, avec des rues qui radient vers un centre. Là, on peut voir une vue de toit de cet édifice qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il était vu justement comme beaucoup trop fonctionnel, pas esthétique, un abrutissement. Donc, on va vers le centre, et au centre de cet édifice se trouve le jardin qui est entouré du musée de l'histoire du travail. Et donc, c'est pas étonnant que l'exposition universelle conçue par Frédéric Leplay et Michel Chevalier, des anciens Saint-Simoniens, met en premier plan le travail comme la thématique fédératrice de l'exposition, et cherche, au-delà de toutes les démonstrations du travail actuel, des machines, des réussites contemporaines, de mettre au cœur de l'édifice l'histoire du travail. Et là, donc, j'ai trouvé un plan où on voit encore une fois ce jardin central et le musée de l'histoire du travail, ici, vous pouvez voir. Et donc, vous voyez, Suède et Norvège, donc les pays qui sont représentés aussi dans le musée de l'histoire du travail. Est-ce que vous pouvez voir, j'espère, le Danemark ici, qui, en arrivant à la galerie de l'histoire du travail, a un espace double. Et c'est effectivement la reconnaissance du fait que le Danemark, en ces temps-là, est un grand pourvoyeur d'antiquités, et notamment toutes les antiquités préhistoriques qui sont données par Frédéric II à Napoléon III et ainsi de suite. Le Danemark a un poids dans l'histoire du travail qui est plus grand, en quelque sorte, et ça va faire l'objet du tour du débat, combien d'espace on a dans notre puissance contemporaine par rapport à notre puissance initiale. Voici donc le Danemark. Mais cet édifice que je vous ai montré, il faut le construire. Il faut le construire, et donc il y a des main-d'œuvre qui sont en permanence à la construction de cette construction de la Grande Galerie. Et vous voyez des ouvriers qui sont en train de construire le palais de l'histoire du travail. Autre exemple. Et enfin, là, j'ai trouvé cette planche assez belle. Donc, les travailleurs à l'exposition. Donc, vous voyez le charpentier russe, n'est-ce pas, le chapeau, etc. Le soldat du génie anglais, sans doute un pantalon rouge, on s'imagine. Et le terrassier français, que voici là. Il n'a pas de béret, mais il est quand même caractérisé. Donc, ces personnes-là sont reconnues au sein de l'exposition comme des personnes qui ont participé à la construction de l'édifice. Et l'étape supplémentaire à laquelle je voudrais arriver, c'est la question de savoir est-ce qu'il y a des ouvriers qui viennent visiter l'exposition. Est-ce que l'exposition est faite pour eux? Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut penser que les concepteurs de l'exposition ou d'autres font un lien entre les instruments du travail, donc là évidemment en bois, en trinque, mais des instruments de travail de l'ouvrier d'ici et des ouvriers des premiers temps. Et donc je reviens aux planches de Boucher-de-Perthes, et surtout, donc c'est juste pour illustrer ceux qui ne savent pas de quoi ont l'air des outils préhistoriques, et surtout cette planche-là qui est très très importante parce que dans les années 60, Boucher-de-Perthes donc trouve des silex qu'il dessine assez mal, avec toutes sortes de controverses sur l'authenticité de ces objets, mais en même temps, il est extrêmement soucieux de savoir comment est-ce qu'on les manipule, comment on les tient, et comment est-ce que se fait le lien ergonomique entre l'homme et son outil. Et cette problématique-là, c'est la thèse que j'essaie de défendre, cette problématique-là, c'est une problématique contemporaine des années 1850, des années 1860, quand l'âge du machinisme est en cours. Quel type de lien il y a entre l'ouvrier et son outil, un lien qui fait ce que l'on ne se casse, on ne se déchire pas les mains, et on peut être un avec l'outil.
un idéal. Et donc, Boucher de Perthes va faire des commentaires qui sont tout à fait dans le propos. Nous ne défonçons pas le temps, nous en étions encore qu'au premier jour du monde habité, et bien des centaines de siècles devaient s'écouler avant que cet outil lui-même, si borné encore, dans ce qu'on vient de voir de l'approche précédente, si borné encore, puis d'effort en effort et de progrès en progrès, s'élever jusqu'à ces puissantes machines qui, à leur tour, comme un nouveau cataclysme, mais cataclysme fécondant, vers changer la face du globe. Le cataclysme, peut-être, c'est les cataclysmes paléontologiques, mais c'est la révolution industrielle qui est dans la poussée, dans la lignée d'un processus qui commence avec justement ces premiers outils de pierre. Autre exemple, mon avant-dernière image, je crois, c'est la question dans ces temps fort éloignés de nous, pardon, les hommes préhistoriques possédaient en pierre à peu près tous les types d'outils de fer dont nous nous servons aujourd'hui. Ce qui annonce qu'avec les mêmes besoins que nous, et sur beaucoup de points des habitudes analogues, ils avaient les mêmes moyens d'y pourvoir. En retrouvant ici les insignes de leur métier, nos ouvriers, parenthèse, qui viennent voir le musée de l'histoire du travail à l'exposition universelle, peuvent voir que le travail date de loin, et que cette parole de Dieu à Adam, « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front », ne fut pas vaine. Dès ce jour, l'homme fut voué au travail. Donc, un processus de naturalisation de l'activité productrice. Et pour culminer, tout à la fin de sa vie, parce que Boucher de Perthes meurt en 1868, donc quelques mois après l'exposition universelle, il a le temps de visiter et il écrit des lettres qu'il fait publier lui-même, ce qui m'a également satisfait en m'indiquant un progrès notable chez la classe qui travaille, donc la classe qui travaille dont lui s'inquiète depuis les années 1830, c'est que l'étude d'intelligence que faisaient, de ce qu'il leur importait de connaître, les ouvriers envoyés aux frais des villes de toutes les parties de la France. Donc, le musée de l'histoire du travail, l'exposition universelle, accueille des délégations des ouvriers méritants qui viennent de partout, en bus, qui sont acheminés pour voir les merveilles de l'industrie, pour voir leur place dans ce processus productif. Enfin, c'est je crois l'avant-dernière image, j'ai trouvé la semaine dernière, donc je suis très content, un des guides des visiteurs de Lucien Dubois, l'exposition universelle à vol d'oiseau, qui prend un peu donc une présentation de qu'est-ce le musée d'histoire du travail, donc on parle de l'Artet, Christie, etc. Les pierres, tel fut, comme chacun sait, le premier des matériaux de l'industrie humaine, son premier auxiliaire. Encore les archéologues distinguent-ils plusieurs périodes de cet âge lointain selon que la pierre, etc., etc. Mais remarquez, note en bas de page, que je reproduis ici, par une singulière coïncidence, le Champ de Mars lui-même fournit à l'archéologie plusieurs objets de pierre taillés exhumés dans ces sablières. Donc les ouvriers qu'on a vus tout à l'heure qui construisent le nouveau temple du progrès, dans le cadre de la construction de l'archéologie préventive, exhument des pierres sur ce Champ de Mars qui sont intégrées maintenant dans le discours, dans le récit du progrès de l'humanité par la pierre. Bon, d'autres images, je ne m'attarde pas là-dessus. Et donc, je voulais faire le lien entre Jacques Boucher de Perthes et Jacques Rancière, en allant à l'expo, justement, parce que Rancière écrit un article très important, dans les années 70, sur comment est-ce que l'exposition universelle, ou en général les expositions, jouent un rôle au-delà de la machine productive, il y a aussi une machine de divertissement et évidemment une machine d'instruction. Et aller à l'exposition, c'est pas seulement les classes bourgeoises qui se divertissent, c'est pas seulement la flânerie et la promenade, c'est aussi un lieu où l'on acquiert une meilleure conscience, une meilleure connaissance de soi-même, et justement ce lien que j'essayais d'évoquer entre une logique de progrès et une logique de patrimoine au XIXe siècle. Merci beaucoup. Donc
c'est un peu mesquin ce truc, hein, fais attention. Escape. Ah oui, peut-être parce que... Tu es où là, Laurent? Tu étais l'idée du man. C'est ça, voilà, tu vois, je peux enlever le mec. Ah oui, c'est peut-être... Où est dessus? Bah oui, tu vois. Donc, tu vois, Pourquoi on se retrouve avec l'influence de mémoire? je vais trop vite. Tac. Tu fais comment pour la... Comment tu fais pour la mettre en... C'est ça, je suppose. Voilà, c'est ça, très bien. Tu veux que je te laisse ça? Oui, je veux bien. Remets-le. Très bien, je vais prendre la suite d'Alain et de Nathan pour vous parler donc du Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain et de ses liens en particulier avec la Scandinavie. Alors, Napoléon III, l'empereur, est un empereur archéologue. Et en fait, un de ses projets, c'est de démontrer que le césarisme, les empereurs, lorsque les peuples ont la chance de disposer de telles figures exceptionnelles, font un bond en avant dans l'histoire de l'humanité, comme l'a fait César, et suggère-t-il, comme lui-même est en train de projeter la France dans une nouvelle ère, ce qu'illustrait tout à l'heure Nathan. Donc l'objectif de Napoléon III, en fait, il est d'écrire un livre qui, à sujet exceptionnel, soit aussi écrit de manière exceptionnelle, c'est-à-dire en se fondant sur les plus grands savants de l'époque, donc des épigraphistes, des historiens et aussi des archéologues. Et donc, il va entreprendre une série de fouilles sur les sites de la conquête de la Gaule qui vont permettre de mettre au jour les premiers éléments de la culture matérielle gauloise qui jusqu'alors étaient relativement inconnus, ou plutôt qui n'étaient connus que des numismates et donc on ne connaissait pas le reste de la culture matérielle. Alors, l'origine du musée est relativement obscure. Alain en a parlé tout à l'heure. Il y a une chaîne qui va effectivement du musée de Copenhague et de Thomsen jusqu'au musée romain germanique de Mayence, qui est fondé en 1852, et au musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye, qui est le dernier né, si vous voulez, de la portée, puisqu'il est fondé en 1862. Alors, avant la fondation, on a un événement important qui est le don par le roi du Danemark, Frédéric VII, d'une importante collection d'archéologie scandinave. Alain et Nathan en ont parlé, c'est en Scandinavie, et en particulier au musée de Copenhague, que le conservateur du musée, Christian Thomsen, met en place ce qu'on appelle la théorie des trois âges, c'est-à-dire la détermination que, avant l'époque historique, la préhistoire, a connu trois époques principales, une époque de la pierre, ensuite une époque de l'âge du bronze, et une époque du fer. Et ça, Thomsen y arrive en fait par la classification des documents de son musée. On se rend compte que des objets en pierre, bien qu'ils aient été trouvés des époques différentes ou des endroits différents du pays, eh bien, ont tous la même forme, la même morphologie, et qui se rattachent donc à des classes, et ces classes, ça forme des horizons chronologiques. Alors, cette collection, si vous voulez, d'antiquités scandinaves, elle est très importante parce que c'est une sorte de pierre de fondation de la préhistoire, en quelque sorte, une pierre de fondation matérielle. Et le don de la collection, en fait, est négocié précisément par Christian Thomsen, le directeur du musée royal de Copenhague, qui, par l'intermédiaire du conservateur du musée de Mayence, Ludwig Lindenschmidt, prend contact avec Hortense Cornu, qui est la confidente de Napoléon III, pour convaincre le souverain qu'il serait temps que la France se dote, elle aussi, d'un grand musée national d'archéologie. Et Napoléon répond à Thomsen qu'en fait, le musée qu'il entrevoit sera un musée d'antiquités françaises avec une collection d'antiquités comparatives. Donc dès l'origine, vous avez cette idée que, et on va y revenir, il s'agit de présenter en quelque sorte, et c'est le mot de l'époque, les archives archéologiques de la France, les archives matérielles des lointaines origines de l'humanité sur le sol français, depuis la plus lointaine préhistoire jusqu'à l'époque de Charlemagne, mais inscrites dans un ensemble comparatif. Et cet ensemble comparatif, les éléments les plus fondamentaux qui vont servir de comparaison, ce sont les antiquités danoises. Donc le musée
est créé par un décret impérial en 1862 et ce musée devient le musée des antiquités celtiques et gallo-romaines dans lesquels on va exposer, on va montrer les résultats des fouilles réalisées par Napoléon III sur ces sites des guerres gauloises de César dont je vous parlais à l'instant. Et le musée, donc créé sur le papier en 62, doit ouvrir en mai 1867 pour coïncider avec l'exposition universelle de Paris dont Nathan vous a parlé, exposition qui est une sorte de préfiguration en quelque sorte du projet intellectuel qui est porté par le musée de Saint-Germain. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est aussi la manière dont on va organiser le musée. On installe le musée dans un ancien château royal qui était déserté au moment de l'installation de la cour à Versailles. Et on a plusieurs options de restauration. Quand on en prend possession, c'est une ruine, en réalité, qui a servi notamment de pénitencier. Il y a deux options, soit une restauration relativement légère, soit une restauration en profondeur dans laquelle on va éliminer toutes les adjonctions, en particulier du XVIIe et de Mansart. Et c'est la deuxième option qu'on choisit. Donc c'est intéressant parce que ça se lie aussi à ce grand mouvement de la fin du XIXe siècle qui est de créer ce qu'on pourrait appeler des sortes de cathédrales du savoir pour les musées, c'est-à-dire des endroits qui sont non seulement des lieux où on donne à voir l'histoire matérielle ou l'histoire naturelle, mais aussi qui sont des réalisations architecturales, qui sont des véritables châteaux. Et dans le cas de la France, il n'est pas anodin de noter qu'on installe l'archéologie dans un ancien château royal qu'on restaure dans son état le plus flamboyant, qui est celui de la Renaissance de François Ier. Alors, le musée donc est inauguré en 1867, et puis il y a une dimension qui est importante à prendre en compte, c'est que le temps des musées est un temps long, c'est-à-dire qu'entre le moment où le musée est décidé sur le papier, le moment où il l'ouvre, et puis le moment où le projet muséographique verra son aboutissement, il va se dérouler plusieurs décennies. Et en fait, en réalité, le musée ne sera réellement terminé qu'à la fin du XIXe siècle, voire même dans les toutes premières années du XXe. Vous voyez, au début, 7 salles seulement sont ouvertes au public, et puis elles attendront leur extension maximale en 1898 avec 40 salles. Donc vous avez ici une image de la muséographie des premières salles, ce sont les salles d'archéologie gauloise. L'idée, c'est de présenter donc des grandes collections de références qui sont issues soit de dons, soit d'achats, soit aussi des propres fouilles qui sont réalisées par le musée. Et donc, c'est de présenter, je l'ai dit tout à l'heure, les archives archéologiques de la France dans la longue durée et faire en sorte que le musée soit l'endroit où ces séries, puisque c'est bien ça dont il s'agit, sont exposées. Alors, ce projet, vous le voyez, est un projet fondamentalement comparatiste, parce qu'il s'appuie sur la chronologie scandinave à l'origine, donc une mise en comparaison des matériaux archéologiques français avec ce qu'on trouve à l'étranger, et puis aussi on étend, et c'est ça qui est tout à fait intéressant, on étend cette démarche comparatiste aux matériaux ethnographiques, c'est-à-dire qu'on va mettre en comparaison par exemple des harpons magdaléniens, donc des choses du paléolithique supérieur, de l'âge du Renne comme on dit à l'époque, avec des harpons du Groenland qui montrent exactement le même type de barbelure et qui indiquent donc qu'à milieu équivalent, à économie j'allais dire, ou à niveau de culture équivalent, eh bien on produit des types d'objets similaires. Et là encore, ça rejoint le propos tout à l'heure de Nathan qui mettait en comparaison les objets préhistoriques avec les outils des ouvriers. Alors cette démarche-là, elle va être utilisée de manière systématique en fait à travers toutes les salles d'exposition du musée pour montrer donc qu'en fait, à niveau de développement culturel et technique équivalent, eh bien, on obtient des manifestations matérielles semblables. Et donc, cette question de l'industrie, elle est aussi à comprendre par l'intermédiaire non seulement de la culture, mais de l'environnement, et en particulier de la maîtrise ou du niveau de possession de l'environnement matériel. Alors, évidemment, le musée, la ligne directrice du musée, c'est la technique. Ça, c'est une chose qui est très, très frappante. On va s'appuyer également sur des outils muséographiques nouveaux pour justement donner à voir ces reconstructions intellectuelles d'une manière concrète. C'est-à-dire qu'on va faire appel, par exemple, à des maquettes, où vous le voyez ici, à des reconstructions d'armements romains qui sont fonctionnels, qu'on teste dans le parc du musée de Saint-Germain, où on peut tester les performances balistiques de ces armes romaines. Et vous voyez qu'en fait, ça sert à un propos qui sert à montrer qu'en fait, il y a
une ligne évolutive continue depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, et qu'en fait, le grand achèvement technologique, c'est l'époque romaine, en quelque sorte. Ce qui sert, par parenthèse, le propos du souverain, qui est de montrer effectivement que l'époque romaine fait faire un bond en avant grâce à la conquête de la Gaule à la France, qui n'est pas encore la France, et en quelque sorte qu'il introduit déjà dans la modernité et dans la culture. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, le musée, et ça c'est une dimension qui a été perdue par la suite, le musée est aussi un fort instrument de recherche, c'est-à-dire c'est une dimension qu'on a tendance à sous-estimer aujourd'hui, en rassemblant les collections, en les mettant en comparaison, en mettant en parallèle des objets qui appartiennent à des mêmes faciès culturels, mais trouvés dans des régions très éloignées de l'Europe. On met en évidence la notion d'horizon culturel, pour utiliser le jargon archéologique, et les collections du musée vont avoir un rôle très important dans la constitution des chronologies préhistoriques françaises, dont celle de Mortillet, qui est conservateur au musée, qui détermine toute cette chronologie du paléolithique. Et puis aussi le musée, les fouilles du musée vont avoir une importance très très grande dans la révélation de l'Antiquité gauloise, dont j'ai parlé tout à l'heure, et dans la définition des âges du fer. Et vous voyez là des images de fouilles réalisées par le musée, et puis des mises en correspondance d'objets. La planche du milieu, c'est une comparaison entre des objets trouvés dans la Marne et en Italie, qui montre que dans des cimetières d'époque étrusque, on trouvait exactement le même type de matériel. Et puis à l'extrême droite, c'est une planche de Joseph Deschlette, le grand archéologue de la fin du 19e, qui crée cette synthèse archéologique sur les âges du bronze et du fer, et qui montre qu'on a dans une culture équivalente les mêmes manifestations culturelles qui aboutissent, comme vous le voyez, à la production des mêmes types d'objets qui se retrouvent dans les mêmes assemblages, les mêmes groupements de types. Alors, le musée est aussi un centre intellectuel, c'est-à-dire qu'il se dote très tôt d'un atelier de restauration et de moulage qui permet donc de diffuser les objets en 3 dimensions dans les autres musées. Donc ça va avoir un rôle très important, par exemple, pour l'art paléolithique, dont la France, pendant longtemps, est l'un des rares pays à conserver de nombreux exemplaires. Ça va beaucoup intéresser les autres musées d'Europe. Et à l'inverse, des manifestations qui sont connues dans d'autres territoires, mais relativement peu représentées en France, vont pouvoir bénéficier d'acquisition de moulage. Et puis, autre aspect très important, très tôt, Nathan en a parlé à propos de Boucher de Perthes, la photographie joue un rôle pionnier dans l'archéologie, et très tôt, le musée de Saint-Germain va se doter d'un atelier photographique et va donc réaliser ses premières prises de vue. Et puis, comme vous le voyez, il y a aussi une salle d'études et de documentation qui est à la disposition des chercheurs, et donc le musée est aussi un centre de recherche. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, et ça c'est la deuxième partie et fin de ma présentation, c'est que le projet muséographique qui est conçu au XIXe siècle, qui vous voyez est un projet comparatiste, va être, poursuivi et abouti avec Henri Hubert, qui est le compagnon de route et l'alter ego de Marcel Mauss. C'est un sociologue et aussi un homme de musée, et il va reprendre ce projet comparatiste en le systématisant. C'est lui qui va introduire ce qu'il va appeler la salle de comparaison, la salle d'archéologie comparée au musée d'archéologie nationale, qui s'appelle encore musée des Antiquités nationales, et puis surtout qui va enrichir les collections de très nombreuses séries d'ethnographies et d'archéologie extra-européennes, en particulier du Japon et en particulier des Amériques. Alors, l'idée d'Hubert, et celle-là, elle est tout à fait intéressante, c'est qu'il fait évoluer cette idée du musée telle qu'elle est conçue au XIXe siècle par un concept qu'il appelle l'idée du microcosme. Et c'est une idée aussi simple que géniale, qui est de considérer que le musée, c'est une sorte d'espace en réduction du monde. C'est-à-dire que les collections qui sont présentées dans un musée, les collections qui sont assemblées dans un musée, donnent une image en réduction de l'histoire du monde. Et la salle de comparaison est un projet un peu fou, un peu démesuré, de recréer dans l'espace du musée, dans la disposition des vitrines, la circulation des innovations technologiques, des développements culturels, la montée des civilisations, leur disparition, etc. Donc là, vous avez plusieurs esquisses qui sont conservées dans les archives de Saint-Germain. Et en quelque sorte, l'idée, c'est de rendre visible
des relations de proximité, des relations d'apparentement qui ne le seraient pas autrement. Idée géniale dans la conception du musée. Autre aspect très intéressant d'Hubert, et ça c'est une chose technique mais qui est très révélatrice, son classement se fonde sur des méthodes scientifiques, c'est-à-dire qu'il est l'un des premiers à établir ce qu'on va appeler ensuite des grilles de sériation, c'est-à-dire à définir les types d'objets par des critères technologiques, la façon dont ils sont fabriqués, et puis des critères stylistiques, c'est-à-dire la manière dont ils sont décorés, et de croiser ces éléments, et donc de permettre de classifier les types d'objets en fonction de ces critères. Ça, ce sont des méthodes, par exemple, qui généraliseront dans l'archéologie seulement à partir de la fin des années 60. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'à peu près vers le même moment, il y a un historien de l'art qui, sur le moment, est aussi obscur qu'Hubert, qui s'appelle Warburg, qui développe la même méthode dans le domaine de l'histoire de l'art pour créer lui aussi un projet complètement fou qui est une sorte d'histoire des représentations dans l'art depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. Et vous voyez que ces deux types d'approches sont relativement voisines parce qu'il s'agit en fait d'observer ce qu'on pourrait appeler la question des survivances, qui est très importante chez Warburg et qu'il devient également chez Hubert. Alors, le projet d'Hubert consiste en quelque sorte à revivifier un projet lui aussi démesuré de la fin du XIXe siècle, qui est le musée de Pitt Rivers, qui existe encore aujourd'hui à Oxford, qui a le même dessin. Et chez Hubert, le projet du musée de Saint-Germain, c'est un projet de l'histoire ethnographique de l'Europe et de l'humanité. Donc c'est un projet, vous voyez, où la notion comparatiste du début, le germe, en gros, de création du musée, qui est fondamentalement scandinave, qui s'enracine dans la relation avec le monde scandinave, atteint en quelque sorte son épanouissement, son développement dans cette idée d'une histoire ethnographique de l'Europe et de l'humanité, une sorte de musée total en quelque sorte. Alors, comment conclure ? Je voudrais souligner seulement quelques points. Vous voyez qu'à l'origine, le musée de Saint-Germain se développe dans un temps long. Il est créé dans les années 1860, il commence à atteindre sa maturité, enfin du moins l'achèvement du programme muséographique conçu au début des années 1860, c'est le début du XXe siècle, les années 1900. Il se fonde sur une approche comparatiste qui est fournie à l'origine par les matériaux scandinaves. Et ce que vous voyez de manière tout à fait originale et intéressante, Hubert transforme cet essai en lui donnant un contenu plus profond. Il va au-delà du comparatisme. Il s'intéresse à la question de la mémoire, en quelque sorte, et à la manière dont l'archéologie, les matériaux de l'archéologie sont en quelque sorte une mémoire matérielle de l'histoire de l'humanité. Et ce faisant, il transforme le dessin de l'archéologie. L'archéologie n'est pas seulement la reconstitution des différents moments de l'histoire de l'humanité, c'est aussi de comprendre qu'est-ce qu'il y a comme phénomène derrière ça, comment ça se développe et comment ça se transmet. Et en ce sens-là, il insuffle à l'archéologie, vous voyez, dans ces années d'entre-deux-guerres, un programme qui est tout à fait original, mais qui malheureusement aura beaucoup de mal à lui survivre après sa disparition. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je pense, oui. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde et je suis très fière d'être la représentante scandinave autour de cette table. Je ferai de mon mieux aujourd'hui de toucher sur la région nordique en général dans ma présentation, mais la plupart de mes points portent surtout sur le cas de la Suède, qui est d'ailleurs peut-être le cas le plus pertinent pour discuter l'évolution des musées nationaux dans le discours intellectuel en général et par rapport aux relations avec le public ou le peuple en particulier. Je prends aussi l'occasion à ce moment, avant de commencer, de vous prier de m'excuser mon français qui est parfois un peu rudimentaire. Je compte sur votre patience et votre compréhension.
Il n'est guère provocateur aujourd'hui de postuler que les musées nationaux ont été conçus sur un plan éducatif, intellectuel et idéologique dans un esprit nationaliste et romantique. Les musées scandinaves, bien sûr, font partie de cette histoire. Il est aussi évident qu'au fur et à mesure que le paradigme nationaliste soit négocié et nuancé dans un monde marqué par de plus en plus des identités transnationales, les musées vont s'articuler à ces nouveaux discours. Mais les musées ne sont pas seulement idéologiques. Ils sont aussi des lieux de recherche et de pédagogie, des activités qui, bien sûr, peuvent être très idéologiques, mais qui aussi peuvent constituer un contrepoids. C'est cette dynamique, cette tension au cœur de la mission des musées et leur relation avec le public ou le peuple qui m'intéresse dans cette présentation. Et je vais maintenant je vais commencer dans le 19e siècle et je vais essayer de nous faire venir jusqu'au débat actuel qui marque en ce moment le débat intellectuel autour des musées et le rôle des musées en Suède en particulier. L'intérêt précoce manifesté dans les pays nordiques pour l'archéologie et la préhistoire la préhistoire s'explique probablement mieux à la lumière d'une combinaison de facteurs, parmi lesquels je note une administration centrale relativement puissante quand même, une culture ou une croissance en l'état bienveillant et un contexte de curiosité des milieux académiques et intellectuels dont s'affirmait l'autorité, souvent par s'imposer une classification. Et là, le système de classification de Carl von Linné, je pense, c'est un exemple qui illustre très bien cette situation. Au cours du XIXe siècle, alors que l'archéologie émerge comme discipline, nous assistons à un tournant vers un projet explicitement nationaliste. Durant cette période, les campagnes sont inventoriées et non seulement les monuments archéologiques, mais aussi le folklore et les arts populaires sont répertoriés et consignés d'une façon qui n'est pas sans évoquer des contextes coloniaux. Ces initiatives ont à la fois préservé et placé sous surveillance les cultures traditionnelles, les inscrivant dans un récit nationaliste, liant la préhistoire et l'histoire et la culture traditionnelle avec l'État, la nation. À la même époque, les images du passé étaient mobilisées pour renforcer les cohésions nationales. On peut le voir dans les œuvres destinées aux espaces publics, comme la peinture monumentale de Carl Larsson, Midvinterblot, au Musée national de Stockholm, là. Ou bien les groupes statuaires des joueurs de lyre de Siegfried Wagner au centre de Copenhague. C'est aussi dans ce contexte qu'émergent les figures vikings romantiques comme icônes de l'identité scandinave. L'archéologie et la protection du patrimoine culturel devient pour l'État bienveillant, si on accepte ce concept, un projet à superviser, à organiser et à contrôler, mais qui continue à engager des citoyens. Ceux-ci sont censés détenir collectivement le passé et peuvent aussi participer à sa sauvegarde. Aujourd'hui encore, on voit des citoyens qui ont réalisé une découverte exceptionnelle comme celle-ci l'année dernière. Et voilà le point peut-être le plus essentiel, qu'ils l'ont restitué à l'État. Ces gens-là sont traités dans la presse comme des héros nationaux. À l'opposé, les pillards ou les gens qui ont commis des dégradations sur les sites archéologiques sont perçus non seulement comme des délinquants, mais aussi comme des gens qui ont violé une part essentielle du contrat social. Donc le lien entre la société et le peuple passe toujours à travers cette relation avec l'histoire, voire la préhistoire. Voilà, Thomsen. Les musées nationaux sont positionnés entre la conservation, le patrimoine et la recherche, et le dialogue ou bien les rencontres avec le public. Et c'est cette équation cette équation est simultanément située dans un contexte politique
dans laquelle les trois forces sont données des rôles et des moyens divers et variants. Pour bien détailler cela, on va commencer par faire un petit recul en arrière et regarder le paysage actuel à partir d'une rétrospective. Donc, quand on suit le débat de la politisation des musées en Suède aujourd'hui, on peut facilement croire qu'il s'agit d'un phénomène nouveau, mais un bref coup d'œil sur l'histoire de ces institutions montre que le contraire est bien le cas, et je pense qu'on a déjà vu ça dans les présentations cet après-midi. Donc, les musées nationaux ont commencé comme des lieux de recherche. Quand Thomsen organise toute la collection des objets préhistoriques dans le musée national à Copenhague, c'est avant tout un travail de recherche. Et c'est aussi un travail qui provoque à ce moment-là les milieux académiques en proposant une nouvelle approche, une autre manière de voir, en se basant sur les objets eux-mêmes et non pas sur le texte. C'est une approche moderne, c'est une approche radicale, et cette approche constitue le départ pour l'archéologie en Scandinavie. Et il faut savoir aussi que cette recherche-là, elle est placée dans les musées et non pas dans les universités. Dans les années 1830, Bror Emil Hildebrand est invité de Lund à Stockholm pour apporter ce nouveau regard sur les collections suédoises, un travail qu'il va effectuer pendant les décennies qui suivent. Lors de l'ouverture du nouveau musée national en 1866, Hildebrand et Oscar Montelius présentent la grande exposition des antiquités préhistoriques. Montelius en particulier, va devenir un des intellectuels le plus important de son époque, partageant son temps entre la recherche, l'éducation et la politique. Le musée, donc, est devenu à ce moment-là un des centres de la vie intellectuelle, voire politique, de la nation. C'est un élève de Montelius, Bernard Salin, qui va importer la muséologie allemande en Suède, un modèle qui partage les collections publiques des collections de recherche. Les musées deviennent maintenant des lieux d'éducation soi-disant de masse, ou pour le peuple, mais soyons honnêtes, plutôt pour la bourgeoisie, et la recherche prend une place plus cachée dans les institutions. C'est à la même époque que les premiers professeurs de l'archéologie sont installés à Lund et à Uppsala, et la recherche archéologique est donc transférée des musées aux universités. Mais le rôle des musées demeure très lié à l'esprit du temps et aux sphères politiques. À l'ouverture d'un nouveau musée des antiquités préhistoriques, Statens historiska museum, ou Historiska museet aujourd'hui, après la Deuxième Guerre mondiale, le public peut voir une exposition radicalement de son temps. Vous pouvez le voir là. 10 000 ans en Suède, qui représente la préhistoire de la nation à travers une idéologie bien enracinée dans l'idée de folkhemmet, ou la maison du peuple, ou la maison du folk, qui est le terme choisi par la sphère politique pour dénoter cette vision socialiste de la société qui a transformé la Suède pendant le XXe siècle. Et c'est aussi une esthétique décidément moderniste qui va présenter ces 10 000 ans en Suède. Il faut dire aussi que la première exposition de ce genre fut créée déjà en 1931 dans un musée local, mais c'est celle-ci qui a eu le plus d'impact sur le public. Je pense en fait que c'est difficile de s'imaginer une exposition plus liée au patriotisme du mi-siècle dernier que celui-ci. Et c'est aussi, on peut ajouter une exposition qui porte une tendance très fonctionnaliste dans la présentation. En 1965, il y a un départ pour rompre la relation entre les musées et les universités. Et quand une enquête d'État nécessite un nouveau rôle pour les musées, et explicitement plus éloigné de l'académie et plus proche du peuple. L'espace des musées doit être ouvert aux autres acteurs que les chercheurs, le peuple, mais aussi les artistes, les musiciens, les journalistes, etc. Et à l'époque, les résultats sont assez maigres. Il n'y a pas vraiment une transformation radicale à ce moment-là, mais c'est peut-être les échos de ces visions qui forment maintenant ou aujourd'hui les musées suédois.
Les musées continuent à jouer un rôle crucial dans le tissage du lien avec le patrimoine culturel et les peuples. Le rôle du patrimoine en général dans les débats actuels est souligné dans les directives passées par des propos politiques. Les musées, il est dit, doivent prendre un rôle plus actif, non seulement pour préserver le patrimoine, mais aussi dans le travail démocratique. Et il est intéressant de noter que notre ministre de la Culture est aussi le ministre de la démocratie. En même temps, le monde a changé. Les identités se forgent aujourd'hui aussi d'une manière transnationaliste à travers l'expérience de diaspora et de la mondialisation. Aujourd'hui, les musées en Suède sont très conscients de leur histoire, de leur rôle historique à supporter et créer des discours nationalistes, patriarcales, racistes, etc. Pour entretenir la relation avec les citoyens, ces institutions doivent être accessibles, accueillantes au plus grand nombre et pertinentes pour tout ce nouveau public. Au cours des dernières décennies, les musées suédois ont expérimenté de nouvelles approches d'exposition avec cette ambition. Et vous pouvez voir là un exemple du foyer de Statens historiska museet. Voilà. Historiska museet à Stockholm, le musée national des antiquités, est un bon exemple de ce mouvement vers une inclusion explicite des histoires traditionnellement exclues des grandes narratives. L'exposition sur la préhistoire Forntider 1 et 2, en deux parties, est un produit de l'archéologie post-processuelle avec une focalisation sur l'individu et sur l'expérience vécue. La première partie est organisée autour de 9 individus préhistoriques et c'est à travers ces individus qu'on voit ou comprend la préhistoire. Un autre thème est la réflexivité et l'identification. Dans la partie 2, où le visiteur est invité à réfléchir sur les différences et similarités à travers le temps autour de plusieurs thèmes, par exemple la relation avec les religieux, la famille, les migrations, les rencontres culturelles, etc. Pour la grande exposition de l'histoire de la Suède, il y a une tendance très claire vers une focalisation sur l'histoire des femmes. Ça, c'est une capture d'écran du page web de cette exposition. Et cette page nous dirige vers 3 caractères historiques nommés Birgitta, Margareta et Ulrika, qui sont toutes les 3 des femmes. Et la page est aussi, l'expert qui nous reçoit ici, elle aussi, c'est une femme. Ici, on voit donc une approche féministe ou une politique très explicite de focaliser sur les voix et les expériences féminines. Finalement, un autre exemple sur ce travail démocratique explicite se trouve dans l'exposition Speaking Memories, qui donne voix aux survivants de la Shoah et montre une culture matérielle de ces événements. Donc là, on a 3 exemples de ce qui se passe à Historiska museet en ce moment. Bon, ça ne serait pas une présentation complète sans revenir à Nationalmuseet, au Musée national à Copenhague. Donc, on y va. Et les Danois, je pense, ont réussi à dépasser la Suède encore une fois avec leur installation temporaire Meet the Vikings au Musée national à Copenhague par Jens Lyngby, où les portraits des Vikings imaginaires rendent leur humanité plus palpable. Mais en même temps, cette exposition provoque les visiteurs, je pense, à confronter leurs idées reçues sur la période viking et peut-être aussi sur leur classification du monde actuel. Rien de ceci est particulièrement choquant ou provocateur pour un archéologue académique. Et pourtant, ces évolutions ont parfois été source de débat, critiquées pour avoir plus répondu à des préoccupations politiques qu'à une quête intellectuelle. Ces controverses ont mis en évidence des conceptions différentes de ce qui devrait être les musées et ce qui devrait être l'archéologie. Nombre d'archéologues et de professionnels des institutions muséales définissent son champ en termes scientifiques
et les relie au domaine de recherche actuel, tandis que les critiques, qui ne sont pas des chercheurs ou des professionnels, mais qui s'identifient à représentants des élites culturelles, ce sont des journalistes ou des écrivains, etc., débatteurs. Eux, ils considèrent que le rôle du musée devait être plus centré sur la conservation de l'objet et moins sur la politique. Ces deux groupes, les professionnels et les débatteurs, se sont tous les deux interpellés sur ce que les gens ou le peuple veulent, mais ils ont tous les deux des opinions radicalement différentes de ce que ça peut être. Je pense qu'au fond, les musées suédois sont conçus par les deux côtés de ce débat comme des institutions populaires et non pas comme des espaces intellectuels ou élitaires. Et c'est peut-être ça que, plus qu'autre chose, marque une distinction par rapport aux autres nations, peut-être la France, on peut peut-être en discuter. Bon, voilà. Nous assistons aujourd'hui à une entreprise d'appropriation de l'archéologie et du patrimoine culturel par l'extrême droite politique, par exemple par les démocrates suédois, à l'appui d'un récit nationaliste qui demeure profondément enraciné dans ces traditions non critiques plus anciennes liant le peuple, définis comme des blancs de souche de Scandinavie du Sud, à l'histoire et à la nation. Il est clair que la critique contre ces changements du rôle du musée national, mais aussi des narratives qu'il pressente, est une expression de cette tendance réactionnaire plus ou moins réfléchie. Cette image-ci montre une capture d'écran de la page Facebook de Björn Söder, politicien de l'extrême droite, où il partage des images d'une mini-colloque qu'il a organisée pour discuter l'importance du site d'âge du fer Uppåkra dans le sud de la Suède, où d'ailleurs plusieurs de mes collègues ont participé et sont dans ces images-là. Alors que la polémique fait rage dans les médias, les gens continuent de fréquenter le musée qui accueille toujours beaucoup de monde. L'entrée de cet établissement public est gratuite et la disparition de l'obstacle financier du ticket renforce leur fréquentation. Et leur permettra de continuer à tisser la relation avec les visiteurs, principalement dans les grandes villes et plus particulièrement à Stockholm, où la plupart de ces institutions sont situées. Et on a là, je pense, un autre problème démocratique, en fait. Nous ne pouvons néanmoins tenir pour acquis que cette relation entre les citoyens ou le peuple et l'archéologie demeurera aussi forte qu'elle a été dans le passé. Nombre d'organisations de citoyens locales, régionales, hembygdsgårdar, qui ouvrent dans les campagnes à la préservation du patrimoine culturel et qui sont fondées sur le bénévolat, vieillissent et finissent par disparaître. Et l'archéologie risque de perdre dans un avenir proche des alliés dont elle a trop longtemps considéré comme acquis. Nous voyons là s'ouvrir une faille qui, si nous n'y prenons pas garde, peut être exploitée notamment par des politiciens et populistes. Les musées et les professionnels du patrimoine ont ici un travail important à faire pour maintenir un dialogue ouvert, dynamique et respectueux avec le peuple, le public. Merci. Jonathan, Liv. Nous sommes à votre disposition pendant plusieurs minutes pour répondre et susciter de nouvelles questions, interrogations, clarifications autour de ce qui vient d'être écrit par Lucas. Si quelqu'un a une question, je vous en prie. Tac, comme on dit en suédois, non? Tac. Oui, tac. Mm-hmm. Tout est clair, vous êtes tous d'accord?
une, alors je ne sais pas si effectivement c'est une question de français, mais ils se sont délibérés le court-circuit, le rapprochement entre peuple et public. Hein? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que... Moi, je vois une autre possibilité, c'est le mouvement et les frontières qui n'existent pas en archéologie. L'archéologie a une contribution dans la discussion sur le fait que les nations n'existent pas vraiment. Tout ça, c'est en constante évolution et les gens ont toujours des libérations constantes. Effectivement, un des apports de l'archéologie, c'est précisément de montrer que les frontières actuelles des États-nations du XIXe siècle sont des constructions historiques qui répondent à certains types d'expansion territoriale et qui ne correspondent pas ni à l'extension du paléolithique, ni le monde romain, etc. Tout à fait. Et donc, un des enjeux que, par exemple, un musée comme le musée d'Antiquité nationale a géré, c'est de construire une construction identitaire nationale sur la base de vestiges qui eux, comme vous dites, madame, circulent. Mais, enfin, je veux dire, du moment où on dit qu'il y a dans l'archéologie un désir de créer l'identité, et il y a toujours, chaque fois dans l'histoire, on va interpréter, on va faire le message de notre temps. Napoléon avait l'expansion faisait un bond en avant pour la civilisation, mais nous sommes conscients, donc nous ne sommes pas dupes, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, on a d'autres questions qui peuvent être posées. Absolument. Nous avons 5 minutes et la public dure 14 minutes. Alors, très rapidement, je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il y a toujours cette tension, parce qu'il y a des gens qui sont très ouverts. Enfin, je pense que l'archéologie, en tant que discipline, en tant que travail intellectuel, voit exactement ce dont vous parlez. Mais il y a, je peux le voir dans le débat intellectuel en Suède, une espèce de réaction par rapport à ça, où il y a des désirs de réapproprier ou d'approprier l'histoire nationale ou l'imaginaire de ces racines du peuple imaginé scandinave ou suédois. Et je pense qu'il y a là un rôle pour l'archéologie à prendre très sérieusement. Oui, et ce que je rajouterais tout à fait dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, vous avez raison, madame. Ça, on le constate, on l'a constaté depuis déjà la fin du XIXe siècle. La manière dont les nationalismes ont contourné cet obstacle, c'est par une sorte de justification génétique. C'est de dire, certes, il y a ces cultures qui s'étendent sur l'ensemble de l'Europe, mais elles ont une origine, et cette origine est biologique. Et il se trouve que la plus grande chance, c'est nous qui la portons, et pas les autres. Et donc, ce discours identitaire, vous voyez, est une manière de contourner le message de l'archéologie. Et ce danger de captation qui vient d'être souligné est absolument réel. Autre question, commentaire, petit? Non, vous voulez qu'on en finisse? Non. S'il y a encore une question, c'est là. S'il vous plaît. Peut-être qu'on pourrait demander au professeur Schnapp la référence de son article sur le nazisme. Il y a un livre de Laurent Olivier sur le sujet. Autre question, commentaire? Sinon, malheureusement, tristement, on va se quitter parce qu'on s'est bien amusé. Enfin, nous, voilà. Et donc, j'espère pouvoir profiter du festival. Et l'année prochaine, peut-être qu'on va réorganiser quelque chose. L'année prochaine, je crois, alors je ne sais pas si c'est un secret, le Japon, qui est le pays invitant. Et donc, on va faire une session sur les ruines de Fukushima. Ah, super. Merci à tous. Merci.